Polysécure, épisode spécial, je suis convié de Davy. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, très bien, dans cette journée très chaude. En France, actuellement, il fait près de 30 degrés, donc... Et on n'est pas en été. Pour ceux qui verront au moment où je suis diffusé, ils sauront au moment où c'était enregistré. On a une vague de chaud du mois de mai, là, c'est impressionnant. Ouais, nous, on n'est pas là. Nous, il pleut, c'est plus frisquet. On est moins dans le chose, mais on a quand même eu quelques belles journées dernièrement qui nous ont donné un avant-goût de l'été dans lequel ça fait du bien à l'âme, ces moments-là quand on sort de l'hiver. Et justement, on a pris un sujet qui est à mon sens un peu controversé, mais très drôle. L'usage de LinkedIn, notamment pour promouvoir des nouveaux rôles ou, comme tu disais, du bullshitting, des titres de choses comme ça, des experts en AI qui apparaissent du jour au lendemain, des experts en tout et n'importe quoi qui apparaissent du jour au lendemain. C'est très drôle, puis ça va amener aussi une réflexion, sans dire qu'on veut juste chialer. On va également aussi... on peut pas juste ça aussi. On est quand même connu pour ça, donc on va quand même un peu... Bon, on va s'amener un peu de positif aussi, puis amener peut-être une clarification sur l'usage des termes qu'on entend souvent parler au dehors de LinkedIn, mais aussi dans LinkedIn, autant sur le marché français que sur le marché québécois. Des fois, il y a des similitudes, des fois, il y a des différences qu'on va pouvoir relater. Je vais te laisser commencer avec ça parce que tu as déjà une bonne idée sur les titres LinkedIn que tu veux frapper. Fait que je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir là-dessus. Oui, merci de m'accueillir à nouveau. Effectivement, on est un peu noyé dans la masse des annonces. Il y a quasiment plus un profil LinkedIn où une personne va décrire son profil avec moins d'une ligne. On a aujourd'hui les titres je suis CEO de ma propre boîte, je change le monde des gens en écrasant des œufs, enfin ce que vous voulez, je sais pas, il y a des titres des fois très fumeux. Et on se dit c'est bizarre, ça comment dire, ça rentre en résonance avec le fait que quand on cherche des missions, on a du mal à trouver les bonnes missions parce qu'on s'aperçoit que les titres des missions ne correspondent pas aux qualifications qu'on a et aux titres que nous on a. Et donc on s'aperçoit que les termes comme architecte, consultant, expert, spécialiste n'ont plus le sens qu'ils devraient avoir. C'est-à-dire le sens littéraire, il suffit de prendre un dictionnaire, c'est écrit dedans, il y a un sens, il est là, il est factuel, il a été défini en France par l'Académie française, il veut dire quelque chose de précis. Et on se faisait la remarque juste avant de commencer. C'est un peu comme si aujourd'hui, ça c'est le premier truc qu'on va noter, c'est un petit peu comme s'il y avait des métiers qui avaient disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la moindre personne qui intervient en informatique, elle est tout de suite architecte, consultant, spécialiste. Expert, c'est important, là. Moi, quand j'ai commencé ma carrière en informatique, j'étais technicien de support. Et ça m'allait très bien de me présenter, de me décrire comme technicien de support. Ça veut dire que ça définit une qualification, un niveau d'expertise et d'expérience qui n'engage pas plus que ça. Technicien, oui, je suis là pour faire des trucs techniques, pratiques, que j'ai appris. J'ai un domaine de connaissances dans l'informatique qui me permet d'aller justement faire toutes ces tâches et puis d'en apprendre des nouvelles dans ce domaine-là. On a eu ensuite des administrateurs, administratrices. C'est pareil. Je ne croise quasiment plus d'administrateurs, administratrices. Quasiment plus personne. Moi, je fais des formations quasiment tous les mois. Quand les gens se présentent leur profil, je note ça depuis plusieurs années. J'ai quasiment plus d'admin, système ou réseau. J'ai des gens qui sont soit spécialistes de sécurité alors qu'en fait ils font juste du réseau, soit qui sont architectes cloud alors qu'ils font du Windows dans Azure. Et il y a presque plus de gens qui se présentent comme administrateurs de base de données, administrateurs système et réseau, alors que c'était des titres qui existaient et qui correspondent à des qualifications qui, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent, mais existent tout à fait encore. Il y a encore des millions de gens qui bossent dans l'informatique qui sont administrateurs, techniciens, techniciennes. Et c'est des rôles. Mais c'est des rôles fondamentalement essentiels, puis c'est un peu triste de voir cette d'évaluation de ces rôles-là, parce que si on n'a pas de bons administrateurs de système, de bons techniciens pour opérer nos infrastructures, les dommages qui vont être créés sont énormes. Et sans nom. Donc, cette qualification-là et l'excellence dans cette qualification-là aussi est très importante. Et à mon sens, un peu comme Sourate, est d'évaluer maintenant. Et là, on est tous des hyper cloudeurs experts dans le poussage de boutons, de taper sur un clavier. Fait que, ça vient dénaturer la compréhension. Puis c'est grave parce que les donneurs d'ouvrages se font embuer par ce genre de choses-là. Et ça vient compliqué. Tu l'as mentionné, genre, on n'a plus qu'à de trouver des demandes d'emploi ou des offres d'emploi qui sont
cohérente parce que les titres fumeux ont contaminé les donneurs d'ouvrage aussi maintenant. Là. Alors, ça alimente aussi une espèce de fantasme des recruteurs et des entreprises d'avoir, avec ces titres un peu larges, des gens ultra compétents qui auraient des profils. Alors moi, j'ai besoin de quelqu'un qui soit capable d'être architecte, consultant, mais en même temps, je vais te faire du ticket de support. Oui, mais le problème, c'est que moi, quand j'ai besoin de me faire couper les ongles du pied, je prends pas un chirurgien orthopédique, quoi. Je demande à une manucure de me le faire, enfin, une pédicure, mais pas quelqu'un qui a cette spécialité-là. Bien sûr que cette personne a tout à fait la compétence de me couper les ongles, mais elle est un petit peu surqualifiée, mais surtout, j'ai un peu lui faire perdre son temps et elle va potentiellement me coûter très cher. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui. Il y a une espèce comme ça de fantasme de je vais recruter quelqu'un de très haut niveau pour lui faire des tâches de plus bas niveau. Quand je parle de très haut niveau, bas niveau, il n'y a aucun jugement. Je voudrais vraiment asseoir là-dessus cette idée-là. C'est pas une question de jugement, il y a une question juste de répartition des rôles. Tu l'as très bien dit, c'est un métier, un rôle précis. Dans la réalité, dans la vraie vie, pour un architecte ou une architecte, il y a 5 à 10 admins et il y a une cinquantaine de personnes au moins en dessous qui font la routine de tous les jours. C'est pour ça, tu l'as très bien dit, la vraie vie de l'informatique, elle est faite par ces personnes-là. Moi, quand donne des formations cloud, souvent, on va faire, le cours que je donne le plus souvent, c'est le cours d'architecture cloud AWS sur Amazon. Donc, on pourrait se dire, le but, c'est que tout le monde devienne architecte. Non, le but, c'est de voir sous l'angle de l'architecture, de la prise de décision, de justifier le pourquoi d'une décision, d'aller créer une culture à toutes ces personnes, qu'ils soient architectes ou futurs architectes, qu'ils soient administrateurs, administratrices, ou qu'ils soient exploitants à un niveau plus bas, que ce soit du développement, de l'exploitation de support routinière, que ce soit des gens qui font du DevOps. L'objectif pour moi dans un cours de cloud comme ça, c'est pas que tout le monde à la fin devienne architecte. C'est que avec l'angle d'attaque de l'architecture, on ait couvert suffisamment de sujets pour qu'ils puissent trouver. Moi, j'en dis toujours, mon objectif dans un cours, c'est pas qu'ils soient fanats d'Amazon à la fin, c'est qu'ils aient trouvé un truc à ramener à la maison, à faire chez eux, qui va leur servir dans leur métier de tous les jours. Donc c'est ça. Donc ça veut bien dire que quand ils viennent avec leur métier, aussi simple soit-il, et quand je mets simple, là encore, il n'y a pas de notion de jugement, ils sont capables d'ouvrir un peu le sujet un peu plus large pour le mettre dans un domaine qui est le cloud, ici. Donc on voit qu'on a cette terminologie qui est un peu fumeuse et les réseaux sociaux tels que LinkedIn est quand même assez systématique pour ça, où on a vu ces dernières années, effectivement, vous avez ces petites blagues qui circulent sur LinkedIn avec les profils il y a 10 ans, les profils aujourd'hui, c'est la même photo, mais il y a un titre qui fait 15 kilomètres de long. Et alors, ça cache une réalité, c'est vrai aussi, moi je le sais pour mon cas personnel, que dans mes compétences, j'ai élargi mon spectre de compétences, ce qui fait que c'est difficile de trouver un titre qui synthétise tout ce que je fais, tout ce que j'aime faire et tout ce que j'aspire à faire. Donc ça, c'est vrai. C'est vrai qu'à côté de ça, on a, dans nos carrières aujourd'hui, on a l'opportunité d'aller voir plein de domaines. Nos recruteurs, nos entreprises sont ravis qu'on ait l'esprit ouvert sur plein de domaines. Faut-il encore qu'ils aient l'occasion d'en tirer vraiment parti? Parce que c'est sympathique de prendre un profil qui a des compétences dans ce domaine si c'est pas du tout pour lui faire bosser dessus. Mais c'est vrai qu'on a cette orientation-là aussi. Donc, des fois, c'est vrai que c'est un peu difficile de cadrer. Mais il n'y a pas de mal à être un opérateur, une opératrice de système et de réseau dans un domaine cloud. Et là, vous voyez, il n'y a pas de titre fumeux. Il y a juste l'applicabilité d'un domaine de compétences, d'une expertise sur des domaines précis dans un environnement précis. C'est pas un problème en soi. Non, absolument pas. Puis ça l'amène des éléments. Puis là, j'ai glissé un peu sur la notion d'architecte, du moins au Québec. Il y a une présomption qu'un architecte est une personne qui va écrire la documentation. Comme un vrai architecte d'une vraie maison, on a une présomption qui va être capable de dessiner des plans en visio, oui, mais capable de décrire ses plans, d'expliquer et de documenter tout ce qui va avec. Même chose si on prend le titre d'ingénieur, donc qui est interdit au Québec parce qu'il est protégé. Puis même le titre d'architecte est protégé, mais qui commence à avoir des chicanes. Il y a une présomption que ces titres-là, donc les personnes qui se prétendent ces titres-là, ont une capacité de rédaction, une capacité d'analyse, une capacité de compréhension et donc d'écoute du client ou du demandeur et d'aller vers quelque chose qui est là. Quand dans le réel, maintenant, en tout cas, tu parlais des titres LinkedIn notamment, mais sur le terrain, je vois beaucoup de gens qui se prétendent architectes qui à peine sont capables de faire un visio ou à peine capables de faire quelque chose quand dans le fond, ils sont beaucoup plus confortables de déployer, de mettre en place,
d'opérer des systèmes, soit infonuagiques ou soit sur site, et dans lesquels sont des champions, sont vraiment des kings là-dedans, sont vraiment excellents, vont être capables de trouver des solutions dans ces univers-là. Mais en même temps, là, on les contraint à adopter des titres qui sont inexacts par rapport à leur capacité réelle. Et puis en plus, ça vient mettre des attentes sur eux qui sont inexactes également, parce que quand moi j'arrive dans un contrat, là on dit ouais, architecte web, là, si cette personne n'écrit pas, ben là je suis un peu déçu. Donc mes attentes sont là, puis je vais être contrarié et vexé de ça, parce que là, ça crée de la tension inutile d'ailleurs, parce que la personne n'est pas à la bonne place pour réaliser un travail d'excellence. Et inversement, c'est ce qui nous a fait réagir aujourd'hui. Nous, on vient nous emmerder, alors qu'on est des architectes et des consultants, à venir nous demander de faire de l'architecture et de l'implémentation, alors que on n'a pas du tout envie. Et tu as très bien dit. Moi, quand il y a un client qui a des gens qui savent faire tout ça, je suis ravi. J'ai pas du tout envie de leur prendre leur place. Moi, le côté technique et pratique m'emmerde royalement. Et je le dis souvent très franchement à mes clients. J'ai dit, si vous me demandez de déployer, quand un recruteur me parle et je dis, par contre, si tu me demandes de faire tes templates CloudFormation ou Terraform, je te dis, c'est non tout de suite. C'est pas que je peux pas, c'est pas que je ne sais pas le faire, c'est que ça m'emmerde et je ne veux pas le faire, c'est pas ce que je cherche à faire. Et donc quand on a un employeur effectivement ou un recruteur qui vient nous chercher là-dessus, il vient chercher un architecte, c'est-à-dire quelqu'un qui serait capable de pondre les plans et de faire l'implémentation. Sauf que c'est ce qu'on disait en préparant ce sujet, faire les plans, ça prend moins de temps que d'implémenter. Donc à un moment donné, on va se retrouver un petit peu à effectivement pas savoir quoi faire de nous quand on nous prend là-dessus. Alors je répondais aussi sur le terme que tu disais, ingénieur. En France c'est pareil, ingénieur ça correspond à un diplôme. Donc ingénieur, c'est vrai qu'en France on a, je pense qu'au Canada ça va être pareil pour le coup, mais sur LinkedIn on a moins d'ingénieurs parce que les ingénieurs c'est un diplôme universitaire reconnu, c'est un titre, donc on a plus de mal. Si on se prétend comme ingénieur, c'est un titre universitaire. Et je sais que moi, il y a des secteurs publics par exemple comme la défense, où ils vont chercher parfois des profils d'ingénieurs exclusivement, c'est-à-dire ingénieurs avec un diplôme de grande étude d'ingénierie. Et donc, on peut pas se prétendre avec un niveau ingénieur. Par contre, l'architecture ou le conseil, on peut. C'est plus sur un niveau estimé de compétences. Là, ce qui va jouer, ça va être par exemple l'expérience et les certifications qui peuvent évidemment se cumuler et par représenter un package équivalent, en tout cas d'équivalence à un équivalent d'un diplôme, mais ça n'est pas un diplôme pour autant. Effectivement, le terme ingénieur, c'est un des seuls qui est encore un peu précadré, puisqu'il est assujetti à une histoire de diplôme qu'il faudrait obtenir. Ouais. Vous vivez un peu quand dans la même vague. C'est les Américains qui, dans lequel c'est pas protégé. Ce terme-là est utilisé ad nauseam. C'est pour ceux qui sont un peu plus dans le contexte anglophone, on le retrouve dans des contextes comme on retrouve les architectes dans les pays francophones. DevOps typiquement, j'ai souvent des ingénieurs DevOps parce que c'est la terminologie qu'on utilise, alors qu'en fait ils n'ont aucun diplôme d'ingénierie. On a des data engineers. Alors là c'est un peu plus vicieux parce qu'il y a pas mal de programmes aujourd'hui d'études sur les data qui donnent des diplômes, qui sont assujettis des diplômes. Mais là encore je me méfierais. Ingénieur de data, traiteur, analyste, on a le data scientist, on a le data analyst, on a l'opérateur. Donc, faudrait arriver à définir ce que veut dire le boulot d'un ingénieur de data que ne feraient pas les autres. Il y a ça aussi, définir les terminologies qu'on utilise. Ça, c'est un domaine que j'ai aucune idée, ça veut dire quoi ces termes-là, parce que je suis moins dedans, puis là, je me place vraiment dans un contexte extérieur, parce que en cyber, je vais être capable de détecter les bonnes informations, pas aux gens là-dedans, mais quand on arrive dans les données, les scientifiques, tout ça, je fais, mais ils font quoi, ces gens-là, qui les rendent spéciales et qui les rendent attrayants? Puis là, c'est un exemple où moi, je me trouve être complètement largué quand on me sort des affaires comme ça. Ben, j'ai aucune idée de ce que la personne fait à l'autre bout. Puis c'est pas défini, c'est pas clair, puis je suis perdu. Il faut trouver un invité à faire venir sur Polysecure qui nous explique toutes les notions. Je crois que j'ai quelqu'un à te présenter qui pourrait venir expliquer toutes ces différences de notions. Mais effectivement, ouais, on a des terminologies qui apparaissent comme ça. On voit des postulants. Moi, ça fait plusieurs années que j'ai ça aussi dans mes cours. J'ai plein de data scientists qui deviennent data ingénieurs ou data analystes. J'ai du mal moi-même à trouver la différence des terminologies. Je serais curieux de voir après, quand les gens se présentent, justement, quelle est la différence de terminologie qu'ils utilisent eux. Effectivement, ça fait partie de titres comme ça où on se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire. Alors, pour revenir sur l'architecture, tu l'as très bien dit tout à l'heure, et on en parlait en off avant de commencer. Quand on fabrique une maison, le boulot d'un architecte ou d'une architecte, c'est la première personne qu'on croise qui va collecter votre besoin. Donc, le boulot d'un ou d'une architecte, je dis toujours, moi, quand je fais les cours d'architecture, votre premier boulot, c'est de vous taire et d'écouter le client. C'est d'abord d'écouter ce que le client a besoin pour ensuite essayer de le reformuler avec le client.
Ce qui, en reformulant, des fois, fait comprendre aux clients que ce qu'il a demandé, c'est pas du tout ce qu'il pensait. C'est très drôle, déjà, ça. Ça aide à qualifier. Et puis ensuite, nous, en tant qu'architecte, le boulot d'un ou d'une architecte, c'est de faire rentrer cette demande dans un cadre avec des bonnes pratiques, avec des normes, avec des connaissances après plus ou moins techniques abouties et avec un spectre de connaissances assez large. C'est-à-dire que on n'est jamais expert architecte parce qu'en fait un architecte se doit de justement jamais rentrer dans l'expertise. Il se doit de connaître plein de domaines de façon assez poussée avec une approche de spécialité dans chacun des domaines, mais jamais dans l'expertise réellement. Donc le boulot d'un architecte, c'est ça. Et on disait, derrière chaque architecte, il y a un maître d'ouvrage. Un maître d'œuvre ou un maître d'ouvrage, c'est quelqu'un qui localement va prendre les plans réalisés par l'architecte et va ensuite s'occuper de coordonner les équipes de réalisation localement. Et dans une équipe informatique, c'est pareil. Il y a des chefs de projet, alors là aussi, ça fait partie des terminologies qui ont été beaucoup galvaudées, des chefs de projet qui ont donc normalement une expertise en chefferie de projet, voire qui ont passé des diplômes, etc., qui doivent s'occuper du pilotage de ça. Et puis derrière, on a effectivement les gens qui réalisent dans leur domaine de compétences. Et une fois de plus, moi je sais que quand je débarque en architecture chez un client, je me cantonne au boulot d'architecte et je veux rien faire d'autre. Tu l'as très bien dit, moi je veux écouter le client, lui parler, remplir de la doc tout seul dans mon coin, qu'on me foute la paix, lui rendre ses docs, qu'on les fasse évoluer au fur et à mesure, qu'on définisse un périmètre, qu'on définisse une temporalité, et ensuite, soit j'assiste les maîtres d'œuvre, les chefs de projet, soit je les laisse carrément se débrouiller après entre eux. Et on voit bien que sur cette terminologie, alors je reviens là-dessus, je pense que ça vient aussi des recrutements qui sont sans arrêt en train de demander plus en compétences, et ça vient des profils qui ont besoin de se vendre plus, tu vois, d'être plus attractifs et qui ont tendance à grossir le profil pour coller. Le problème, c'est qu'on a des termes qui sont mal utilisés. Et moi, dans mon expérience personnelle, et je pense que les gens qui nous écoutent pourront venir nous confirmer leur expérience, mais 9 fois sur 10, quand on propose un boulot d'architecte, c'est au mieux un boulot d'architecte et un boulot de maître d'œuvre ou de mise en place d'implémentation, voire il y a très peu d'architecture et on me demande juste d'être architecte parce que ça fait joli sur le profil, parce qu'ils sont contents d'avoir mon profil avec toutes les compétences, mais en gros ils vont me demander de faire du support et de l'implémentation. Alors j'ai rien contre dans l'absolu pour ça, moi c'est pas du tout en tout cas mon métier à moi. Oui, puis j'en ai eu un cas réel comme ça, mais il y a quand même plusieurs années qu'on m'avait sollicité pour un mandat, tout ça. Fait que j'avais passé entrevue chez le client. C'est un architecte dans un domaine X relatif à la cyber qui m'avait été demandé. Puis j'arrive en entrevue et le client commence à me parler de déploiement, de choses comme ça. Je dis là, je pense qu'on se comprend pas. Là. Le poste, c'est un poste d'architecte. L'architecte n'est pas censé toucher aux machines. Il peut y toucher dans certains cas extrêmes, mais c'est pas le cœur de sa mission. C'est autre chose, c'est de documenter, c'est d'accompagner les gens qui déploient pour s'assurer que le plan est respecté, que s'assurer qu'on fonctionne. Et si dans l'exécution du plan, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, que ça soit remonté à l'architecte en question pour être se corriger des choses qui n'avaient pas été vues d'avance, des anomalies ou des particularités qui n'étaient pas prévisibles ou difficilement prévisibles. C'est ça le rôle. Fait que là, j'ai sorti de l'entrevue cette fois-là avec en disant non, on oublie, on serre la main, mais on ne pourra pas collaborer ensemble. Je suis désolé, je suis pas le bon profil pour ce que vous avez de besoin. Par ailleurs, modifiez votre profil pour attirer les bons candidats, pour avoir les bonnes ressources pour vous aider dans votre travail. Parce que moi, je ne suis pas, même si je suis capable de le faire, puis tu le mentionnais bien, j'ai plus autant de plaisir à faire ça. Maintenant, ma carrière a changé. J'ai fait un chemin, je suis allé ailleurs. Donc, déjà, chez les recruteurs, il y avait une certaine anomalie ou une certaine flou là-dessus. Fait que on s'en va pas à la bonne place. Et dans les deux cas, dans ce cas-là, puis moi, je m'en souviens très bien de l'émotion que j'avais vécue. J'étais un peu amer de mon expérience. Puis j'ai l'impression aussi que le client que je vais voir était probablement amer de son expérience parce qu'on est sortis tous les deux un peu pas bien de ce moment-là parce que on était tous les deux dans une drôle de posture. Puis je me souviens, moi, je veux pas tout ça très agréable d'ailleurs. Je pense que ça vient aussi. Là encore, je vais faire mon vieux con à presque 48 ans. Mais ça vient aussi que il y a une vingtaine d'années, l'informatique, c'était, on avait un ou une responsable informatique locale dans une petite entreprise qui s'occupait des serveurs du réseau, des imprimantes,
qui savait un peu faire tous les domaines, qui touchait un peu à tout, et qu'on a cette idée qu'elle perdurait, que l'informatique devait être localisée. Sauf qu'aujourd'hui, on travaille plus du tout sur les mêmes échelles, on travaille plus sur les mêmes environnements. Il y a la virtualisation qui est arrivée entre deux, il y a le cloud public qui est arrivé entre deux. Aujourd'hui, on a des domaines de spécialité qui sont très spécifiques et très, très, très engageants avec beaucoup d'expertise. Et on nous vend encore cette espèce de titre miraculeux qui est l'architecte qui viendrait faire la synthèse de tous ces besoins-là et qu'il faudra avoir un architecte à la maison constamment et qui remplacerait en fait ce rôle-là. Je veux pas que ce soit un architecte qui vienne faire poser le plat, qui vienne mettre du plâtre dans ma maison, peinturer mes murs. C'est un mauvais usage parce que l'architecte normalement est beaucoup plus cher comme personne que le plâtrier pour des raisons évidentes d'ailleurs, parce que son travail est moins continu, parce que le plâtrier lui va être en constant travail, quand l'architecte lui est sollicité de façon ad hoc quand le besoin est là. Donc il y a aussi une notion. Puis dans les prix, puis ça aussi au niveau de la consultation, c'est intéressant parce que les prix vont tendre à diminuer pour des rôles qui sont plus à long terme, de par la prévisibilité de ça, et la non-prévisibilité augmente. Oui, les clients ils gueulent parce que t'es trop cher. Ils disent mais en tant qu'architecte t'es trop cher. Je dis oui mais non, ce que tu veux c'est un admin, c'est pas un architecte. Et comme tu l'as très bien dit, nous on est là quand on a besoin de nous. Ce besoin il n'est pas constant. L'architecte qui fait des plans de ma maison, j'en ai besoin initialement. Ensuite il donne les plans au maître d'œuvre, il fait des points réguliers. Il est cher par heure parce que on n'en a pas besoin tout le temps, et il est cher aussi parce que en tant qu'architecte, on a la nécessité d'avoir une compétence transversale très grande. Ça demande un gros niveau de compétence. Je suis désolé pour le voir avec des gens j'ai connu des gens dans ma carrière qui ont essayé et qui se sont cassés la gueule là-dedans parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas. Ils étaient très confortables dans un domaine d'expertise précis, mais avoir une capacité de regard de spécialiste dans chacun des domaines et avoir un regard transversal ensuite derrière, c'est encore autre chose. Et le boulot d'un ou d'une architecte, c'est d'avoir le regard le plus transversal possible, d'être capable de parler de quasiment tous les sujets. Être capable de parler de tous les sujets, ça veut pas dire d'être un expert ou une experte dans tous les sujets. Souvent, il y a des gens qui se font avoir, quand je coach des gens qui veulent se former là-dedans ou qui veulent devenir experts ou freelance, ils ont tendance à croire qu'il faudrait qu'ils soient ultra bons dans tous les domaines. Moi, je suis pas bon dans tous les domaines. Il y a des domaines que j'apprécie particulièrement sur lesquels j'ai bossé depuis des années où j'ai fini par être bon. Puis il y en a d'autres où j'ai fini par y aller parce que ça rentrait dans mon écosystème et de façon, on va dire, organisée, structurée, j'ai été à l'efficacité. Qu'est-ce qu'il faut que je sache? De quel sujet on doit parler? Qu'est-ce qu'il faut que j'aille collecter comme information minimum pour pouvoir être pertinent sur ces domaines-là? Donc l'architecture, c'est ça aussi. C'est pour ça que c'est quelqu'un qu'on ne prend que quand il y a besoin, parce que en fait, on pose des questions, on amène des réponses, et ensuite, on a le temps de mettre les choses en place. Une fois qu'on a décidé qu'est-ce qu'on allait faire comme cuisine chez nous, le temps de construire la cuisine, c'est un peu plus que le temps de prendre la décision. Mais le pouvoir de décision, par contre, il nécessite quelqu'un qui a assez de recul pour connaître tous les types de cuisine possibles à monter dans une maison, toutes les problématiques qu'on veut répondre, pour orienter les choix, dire ça c'est faisable, ça on n'a pas le droit, ça c'est pas cohérent, ça répond pas aux normes, ça c'est tout à fait faisable, par contre attention, il faudra faire une pièce de plus, il faudra penser à ces aspects-là. Et ensuite, la mise en œuvre, on fera, et ce qui se passe ensuite dans la cuisine, même chose. Et il y a une différence entre faire les plans d'une maison, fabriquer une maison, et vivre dans la maison. Et là aussi, souvent, les clients ont tendance à vouloir prendre des architectes pour fabriquer une maison, mais aussi pour faire la vie qui va dedans. Si vous avez quelqu'un qui vous fabrique une belle cuisine, ça ne veut pas dire que cette personne est douée en cuisine pour vous faire à manger. C'est deux choses différentes. Je vais faire l'analogie avec une cuisine commerciale, qui n'est pas une maison, mais quand on design une cuisine commerciale dans un restaurant, dans un hôtel, des choses comme ça, l'objectif de celui qui fait l'architecture de la dite cuisine, ça doit cadrer dans l'édifice au complet. Déjà, aux normes. 2, connaître les normes. Puis ensuite, ça doit être fonctionnel pour que les gens, quand ils vont l'opérer, donc les cuisiniers qui vont y travailler ou toutes les personnes qui doivent y travailler, doit être le plus efficace possible. Donc, il y a tout ce regard-là, mais c'est pas l'architecte qui va aller faire les plats après. Il y a des gens qui vont venir dedans, qui sont spécialisés, qui vont faire d'excellents repas d'ailleurs. Puis c'est pour ça qu'on va au restaurant. D'ailleurs, on avait parlé dans le cas de l'info nuagique. Quand on va au restaurant, ben là, c'est tout inclus. Je veux pas, mais précède le fait que ça devienne un tout inclus. C'est d'autres personnes spécialisées qui ont cette compétence-là d'être capable l'ergonomie, les bons équipements, les bonnes choses vont arriver. Donc, que le cuisinier soit disposé à faire le meilleur plat possible
au meilleur coût possible ou tout dépendant du type de restaurant pour que les clients soient satisfaits, donc celui qui est le demandeur ultime. Là. J'ai connu ça il y a quelques années. J'ai quelqu'un qui m'avait interrogé comme ça en mangeant un midi à table chez un client, qui me disait, mais ça te manque pas de pas être dans des cas concrets toutes les semaines et tout. Je fais, tu gères combien de projets à l'année? 2 ou 3? Ok. Moi, je croise 10 à 15 personnes toutes les semaines qui me font part de leurs projets. Donc, combien de projets on voit tous les deux? Bah, toi, 2 ou 3, et j'en vois près d'une centaine par an. Sauf que moi, en plus, les gens, ils me disent comment ça s'est passé, ce qu'ils ont appris, et quelles leçons on a pu en tirer. Et j'ai pas besoin de l'avoir vécu moi-même pour comprendre l'intelligence de l'expérience qu'on me transfère. Et en tant qu'architecte, moi, j'ai juste besoin de ça. J'ai pas besoin d'être passé par l'expérience pour comprendre. J'ai besoin de cette de l'expérience qui m'est racontée pour en tirer une leçon, me dire, ah, c'est intéressant. Ce questionnement-là, j'y aurais pas pensé, tu vois. Et si si j'avais pas vécu le truc moi-même, effectivement. Mais le fait que tu me le racontes me suffit pour comprendre quelles leçons on peut en tirer et comment moi je vais pouvoir être amené à me poser cette question systématiquement maintenant chez les clients. Et donc on a du mal des fois à comprendre qu'on a besoin de ces gens-là. On faisait le parallèle aussi avec l'avocat. On disait un avocat, tu le payes à l'heure qui passe, hein, donc quand tu l'appelles, donc tu le gardes pas résident chez toi toute la nuit pour rien. C'est comme le médecin. Quand on va chez le médecin, on y va pour demander conseil. Il fait les examens, ou il vous envoie faire des examens, puis vous revenez 2 semaines après le revoir et on fait le point. Mais on le paye pas entre deux pour attendre. On voit bien qu'il y a besoin de rôles comme ça de spécialisation transversale. Et donc ça veut dire qu'il y a une qualification aussi autre que simplement la technologie ici. Ça, c'est de l'expertise qu'on aurait, mais nous, c'est plutôt cette capacité à l'organisation. J'ai rentré dans la terminologie, dans la gouvernance, où on est capable justement de transformer les bonnes pratiques, les besoins, ensuite en directives d'organisation et de réalisation, qui vont faire qu'on va être justement à la croisée de plein de domaines, y compris de l'organisation humaine, et puis ensuite des technologies. Mais il faut comprendre ce que c'est que le boulot d'un ou d'une architecte et donc d'arrêter de demander à tout le monde d'être architecte parce qu'en fait, ça marche pas. Tout le monde peut pas être architecte. Il faut que ce soit cadré. Oui, absolument. Puis là, on revient d'abord sur le volet consultation. Puis dans les marchés comme ça, moi, puis tu l'as bien mentionné, ma valeur est basée sur le fait que j'ai une très grande diversité d'expérience et pas une grosse expérience. Puis j'aime bien l'analogie que tu as faite de ce sens-là. Parce que comme je vois beaucoup de choses dans différents endroits, je suis capable d'arriver et de dire non, ça, fais pas ça. J'ai vu cette expérience-là, c'est mal déroulé ailleurs. Faites attention à ça, soyez prudents là, on va l'essayer, mais voici ce que j'ai constaté dans d'autres circonstances. Ce qui devient, puis ça, c'est un de mes amis qui m'avait parlé de ça à un moment donné, c'est comme je deviens comme un couteau suisse. J'ai une multitude de capacités, mais je suis pas le meilleur dans aucun. C'est-à-dire que j'ai un tournevis, j'ai un petit couteau, j'ai des petits ciseaux, j'ai des choses comme ça. Cependant, j'arrive, si on veut vraiment construire une maison, c'est pas avec mon petit tournevis que j'ai qu'on va être capable de construire une maison, parce que c'est complètement inutile. Ça va être trop lent, ça va adapter à la circonstance quand on va embaucher un peu, pour prendre ton analogie de maître d'œuvre, des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui vont être plus rapides, plus efficaces, plus connaissants, et vont être capables de livrer quelque chose de bien, même si j'ai la multitude des capacités ou des connaissances. C'est pas parce que j'ai que je suis capable de réaliser quelque chose d'utile avec, également en tout cas utile, et dans la perspective du client, puis surtout au prix ça coûte. Puis le prix, on en a parlé dans d'autres circonstances, ça inclut le fait que je dois aller me former régulièrement, que je travaille pas à 100% de mon temps, que j'ai d'autres affaires, d'autres éléments autour qui viennent faire que mon temps est dilué différemment, est utilisé différemment également pour d'autres considérations. Et c'est une position naturelle, on disait tout à l'heure avant de commencer, sur des freelances, ou en tout cas d'une partie des gens qui sont en freelance, en indépendance, c'est de se de se positionner, je vais y arriver, comme consultant. Un consultant ne peut pas être un résident chez un client, c'est ce qu'on disait. Et on disait, d'ailleurs, c'est nous, notre aspiration à nous, donc arrêtez pour les recruteurs de nous demander d'être un résident chez les clients, ça nous intéresse pas. Ce qu'on disait, et rares sont les clients qui ont suffisamment d'activité dans l'année pour demander à des spécialistes comme ça de consulting très transverse
colossal d'avoir du boulot à faire. Il faudra avoir un client qui a une très grosse structure avec tellement de projets qu'il y aurait du boulot à nous faire tout le temps. Et encore même ça, c'est même pas notre aspiration personnelle. On formulait l'idée que moi, le boulot idéal aujourd'hui, c'est de travailler quelques jours par mois chez des clients, simplement. J'ai plusieurs clients, mais quelques jours. J'ai 2, 3, 4, 5 jours où on vient justement être utile, avoir cette sensation d'être utile parce que le client vient avec ses questions, on se retrouve ensemble autour de ces questions, on amène des réponses, on prend le temps d'aller chercher les réponses. Et en donnant les réponses, on sait qu'on va donner l'autonomie aux équipes d'aller dans l'implémentation, mais à leur rythme. Et un client n'a pas besoin de nous garder à résidence. Et c'est pour ça que moi, c'est vraiment ce que je souhaiterais faire le plus possible aujourd'hui dans ma carrière. Je sais que ça s'oriente de plus en plus là-dedans. Et on a encore beaucoup trop de clients qui nous veulent à plein temps. Et on disait que ça nous horripile. Moi, chaque fois, ça me fait fuir. Je dis, bah non, je peux pas. D'abord, je suis formateur. Donc, ça veut dire que j'ai une partie de mon planning qui est pris avec la formation et je ne lâcherai pas. J'adore faire ça. La formation, c'est génial pour ça parce que c'est forcément du volatile. C'est forcément quelques jours par-ci, par-là. Mais en conseil chez les clients, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de clients qui ont énormément de mal avec l'idée, alors qu'ils le font sur plein d'autres métiers, d'aller prendre le conseil informatique à la demande, un peu comme on ferait dans des services dans du cloud, de dire je prends la personne quand j'en ai besoin, je lui demande, elle a une compétence assez large, donc elle englobe un certain nombre de sujets. Moi, c'est ce que on en parlait en off aussi, je disais, moi je suis une grosse feignasse. Si j'ai pas un client qui me paye pour aller sur un sujet que je maîtrise pas, je vais pas y aller. Par contre, à la moindre occasion, si j'ai un client qui m'ouvre un sujet, qui me dit qu'il a besoin de moi sur un truc, ça peut m'intéresser pour me motiver à investir dessus parce que je sais que je vais le rentabiliser et ça m'intéresse d'avoir. S'il y a pas de perspective concrète, moi, effectivement, aller voir de la compétence pour de la compétence, vous savez quoi, je préfère aller jouer à Diablo ou à Path of Exile. Ce sera mieux pour moi. Mais si par contre, il y a de la rentabilité derrière, si ça peut me permettre d'avoir un cas concret d'usage disant, tiens, je sais qu'en regardant ça de cette façon-là, ça va me permettre de faciliter ma rentrée dans le domaine et ensuite, pour le coup pas, de le revendre à d'autres. Ça m'intéresse. Et on s'aperçoit souvent le boulot de consultant est très mal compris. Un consultant, c'est comme un avocat, c'est comme un médecin. On vient le voir pour le consulter, c'est-à-dire lui demander conseil. À un moment donné, on vient avec une problématique qu'on expose en quelques minutes, quelques heures, quelques jours. On la regarde ensemble, pareil, en quelques heures, quelques jours, quelques semaines. On fait des préconisations, on fait de la documentation le cas échéant, on fait un rapport ou même on aide à faire de la doc pour organiser. Et ensuite, on passe à autre chose et nous, on part voir d'autres clients. Et tu l'as dit tout à l'heure, l'intérêt aussi pour le client, la richesse du client, c'est qu'en faisant ça, il a quelqu'un qui va aller pendant ce temps-là. D'abord, ils vont pas nous payer parce que pendant ce temps-là, nous, on venait ailleurs et on va aller acquérir des compétences ailleurs et de l'expertise ailleurs. Alors que si on était resté à résidence, il nous aurait maintenu à faire autre chose. Puis d'autres choses qu'on aime probablement moins. Oui, et qu'on n'a pas envie. Qui n'allument pas notre passion. Puis ça aussi, c'est un aspect très important. Puis puis plus je grandis dans mon rôle de consultant, de réel consultant, parce que historiquement, j'étais plus des bras qu'on louait versus un type de consultation qu'on m'aborde à doc, un peu comme on mentionne les deux. La passion est pas là. Quand la passion est pas là, tu dis de côté de finances, c'est moins intéressant. On met moins de cœur à l'ouvrage parce qu'on est moins intéressé. Mais c'est humain aussi quand on fait du travail ou du boulot qu'on aime moins. Puis, parenthèse, parce qu'on a aussi parlé avant de commencer à enregistrer, la qualité de notre prestation va diminuer naturellement. Puis on le voit dans l'espace public à l'heure actuelle à quel point la qualité de prestation générale, elle est beaucoup moindre qu'elle l'était pré-confinement, à mon avis, où les gens sont de moins en moins intéressés au boulot qu'ils font et incidemment, la qualité de service qu'ils nous offrent s'en trouve aussi touché énormément. Donc, on se trouve dans un contexte comme ça. Et que moi, je le sais, je me mets pas dans des positions où je sais que je vais pas aimer le travail que je fais parce que je sais que naturellement, je n'aurais pas tenté de mettre le temps nécessaire, la passion nécessaire pour livrer quelque chose de qualité et qui est attendu par le client. Donc, je me sors volontairement de cette situation-là pour éviter d'être dans un contexte où tout le monde est malheureux au final. Et c'est accentué par les recruteurs qui s'entêtent à vouloir recruter des profils d'architectes chez les consultants freelance pour de la résidence. Donc, ils font la gueule dès qu'on dit qu'on peut pas être là à plein temps. Et nous, on fait la gueule dès qu'ils nous proposent un truc à plein temps parce qu'on n'a pas du tout envie. Et c'est pas parce qu'on veut pas travailler avec le client. C'est juste qu'on sait très bien qu'entre deux
conseil utile, on va se retrouver avec de l'inemployabilité qui sera, je dirais, au mieux, on va s'ennuyer, et au pire, on va nous emmerder à nous vouloir nous faire des trucs qu'on n'a pas envie. Alors, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui sont salariés et qui subissent ça en interne et qui ont la sensation que c'est comme ça et que c'est après tout que c'est comme ça devrait être tout le temps comme ça. De quoi vous vous plaignez? On se plaint du fait qu'on a choisi d'être freelance et qu'on a arrêté d'être salarié justement pour ne plus subir ce genre de contexte, ne plus subir. Moi, je sais que une des raisons qui m'a fait devenir freelance, c'est que le métier que j'opérais dans l'entreprise chez laquelle je l'opérais n'avait plus de sens et que j'avais la sensation d'être fortement mal utilisé, mal exploité, que mon temps était mal géré, que ma compétence était mal gérée, que j'avais impérativement besoin de reprendre le contrôle là-dessus et que ça se passe tel que je suis en train de le décrire. Sachant que c'est possible, c'est tout à fait possible, dans la mesure où les entreprises ou les sociétés de recrutement font le travail d'analyser quel est le vrai besoin du client, quelle est la vraie demande et quel est le bon profil qui correspond. Donc ça sert à rien d'aller chercher des freelances qui font du conseil volatile pour aller faire de l'administration locale à résidence. Et on s'aperçoit que c'est souvent une cause de frustration. Et là, je parle à ceux qui voudraient se lancer dans le freelancing. C'est souvent quelque chose qu'il faut renier. Je le dis souvent, ça m'arrivait de faire des posts LinkedIn. J'ai 99% des propositions qu'on me fait, je les refuse. Pas parce que je suis trop exigeant, mais juste parce que je sais ce que je veux. Comme tu l'as très bien dit, moi, je refuse d'aller dans une mission si c'est pour qu'au bout de quelques jours, je regrette d'être là et je me connais. Comme je suis freelance, j'ai le droit de me barrer et je vais le faire. Et je vais partir et en fait, ça va être désagréable et pour le client et pour moi. Et donc, pour le coup, tant qu'à faire, autant que l'expérience soit bonne directement. Alors, ça veut dire qu'il faut être plus fin aussi dans l'analyse du besoin du client. Il faut être capable de dire plus souvent non, je ne serai pas la bonne personne pour votre besoin. C'est pas grave, ça arrive, il y a d'autres personnes. Moi, je dis souvent, vous avez besoin de quelqu'un à plein temps, le client veut quelqu'un à plein temps, je comprends. C'est pas moi. Mais il y aura quelqu'un qui sera ravi. Tout à fait. Puis aussi, c'est des notions très différentes parce qu'on parle de freelance ou de contrat contractuel et ainsi de suite. Il y a un début puis une fin. Puis ça, les gens ont moins plus de difficultés à comprendre. Puis les gens qui se lancent dans le freelance notamment, puis qui veulent vivre sur des contrats multi-années, vous n'êtes pas en bonne place. C'est pas là que vous allez être heureux. C'est pas là que vous allez prospérer. Retourner employé. Les employés, c'est le rôle pour ce genre de situation-là. Dans lequel on est une certaine forme de garantie, d'assurance et des choses comme ça. Puis le fait d'être freelance, c'est aussi très compliqué parce qu'il faut que j'assure que mon pipeline de contrats soit toujours plein. Il y a du travail associé à ce genre de choses-là, d'aller dans ce genre de choses-là. Et donc, ça a un coût de fait de ces éléments-là. Donc, puis un stress, c'est pas pour tout le monde, ça aussi. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est pas mal. Mais il y a beaucoup de gens qui vont vouloir aller basculer en freelance parce qu'ils pensent que c'est magique. Non, il y a ça. Puis on en a déjà parlé d'ailleurs dans d'autres circonstances. Et c'est vraiment pour du conseil ad hoc et non des besoins permanents sur du multi-année. À la limite, des retainers sur plusieurs années, des retainers, une notion plus anglophone, mais c'est un contrat, une banque de temps que j'ai souvent vu en français. On va prendre une banque de temps consommable aux besoins. Donc, dès lors, on va être capable d'aller, mais pas sur la base, je te veux 3 ans assis sur une chaise. C'est le contraire de ce qu'on cherche, là, vous avez compris depuis qu'on en parle, d'être assis là et regarder le plafond puis d'attendre qu'on soit on me donne du travail utile, soit qu'on me place dans une position comme ça. Donc, je préfère intervenir de façon ad hoc parce que c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus enrichissant parce que j'ai beaucoup plus de plaisir et toi aussi de valider tout ça. Là. Il y a une possibilité. Moi, je le vis avec un client que j'ai depuis que je me suis lancé en freelance et chez qui j'ai bossé parfois 6 mois, des fois plus rien pendant 1 an. On peut avoir une régularité sans avoir une fréquence élevée. Je fais un parallèle. J'utilise souvent en ce moment quand je fais des cours de cloud. Je dis on mange tous les jours, mais on mange pas toute la journée. Donc, faut pas confondre la fréquence de la continuité. Tu l'as dit, il y a des freelances qui vont chercher des boulots en fait de quasiment équivalent à du salariat. Alors c'est pas incompatible. Hein. Il y a des gens qui vont se lancer en indépendance pour avoir une certaine liberté, mais qui vont très vite aller chercher un travail ensuite en mission d'exploitation chez un client en continu. Nous effectivement, on décrit une autre alternative qui est on se lance en freelance pour venir faire ce qu'on aime faire le plus, là on est le plus utile, là on est le meilleur, puisque c'est là où on est très très bon.
Mais c'est des boulots qui demandent effectivement un peu plus de difficulté d'organisation, parce que ça veut dire qu'il faut trouver de multiples missions. Alors après, une multiple mission, alors tu as très bien dit, il y a un début, il y a une fin. Et tu sais quoi? En fait, le stress de chercher des missions est inférieur au stress de me sentir prisonnier d'un client s'il n'y avait pas de fin. C'est Oui, ouais, je partage ça parce que, mais en plus, puis ça devient, il y a un stress à remplir le pipeline, mais une fois que le pipeline est rempli, puis il y a une mécanique là-dedans, c'est quand même assez rassurant, puis on le voit, c'est une autre logique, une autre façon de le voir. Puis j'ai déjà eu cette conversation il y a longtemps par rapport à des employés internes, puis moi, j'étais un consultant, puis je m'enquérais du fait que mon contrat allait être renouvelé ou pas, et de me faire dire oui, mais tu pourrais, si tu étais un employé, tu n'aurais pas cette préoccupation-là. La réalité, je dis non, moi, tu le prends pas du bon sens. Moi, ma sécurité d'emploi au sens d'un employé, c'est que mon pipeline est plein. J'ai juste besoin de savoir si cette mission-là va se poursuivre ou pas pour savoir si j'en prends une autre qui est dans mon pipeline puis continuer. Fait que c'est une notion qui est un peu différente en termes de mon perception. objectif à moi, c'est de remplir le compte en banque de l'entreprise pour me payer tous les mois. C'est tout. C'est pas d'être affixe toutes les semaines chez quelqu'un. Ça, c'est celle d'un salarié. Et c'est vraiment un switch culturel particulier. Alors, tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est individuel. Hein. On ne dit pas que ça marche chez tout le monde. On décrit ce qui, nous, on s'entend bien là-dessus parce qu'on a la même personnalité et que c'est quelque chose qui résonne chez nous et qui nous rassure. Il y a peut-être des gens c'est l'inverse, qui nous écoutent dire ça, ils disent c'est fou. En fait, moi, je préférerais avoir l'assurance d'un salaire qui tombe tous les mois, etc. Mais j'ai un salaire qui tombe tous les mois. C'est ça aussi. Moi aussi, là. Puis pour prendre l'exemple, l'été dernier, puis je pense que tu fais des manœuvres un peu similaires, je me suis décidé, je prends un mois off au complet. Pas rien pendant un mois. Puis là, les gens font, tu prends comme ça, juste oui. Puis pendant un mois, j'ai pas de revenus. Cependant, comme tu dis, mon compte de banque d'entreprise me permet de construire un salaire, payer un salaire quand même. Fait que ça demande une planification qui est particulière à cette situation-là, où je suis capable d'anticiper que ce mois de congé-là que j'ai décidé de prendre parce que j'en avais beaucoup de besoins, ça m'a fait énormément de bien, je me suis ressourcé et tout. Ça m'a rendu plus productif après, incidemment. Mais j'avais les fonds nécessaires pour être capable de le rouler indépendamment de l'absence de revenus pendant un mois. Oui, bah, c'est ce que je suis en train de vivre actuellement, parce que j'ai un projet personnel, je suis en train de changer de vie. Et je me suis foutu la paix, je me fous actuellement la paix. J'ai des semaines très libres en ce moment, je suis occupé qu'avec ça. Et je me suis dit, quand j'aurai les clés de la maison que je serai installé, alors je me réoccuperai de remplir le pipeline pour la fin de l'année. Je sais déjà comment, je sais avec quoi, je sais comment aller chercher les missions. Effectivement, c'est pas du tout le même état d'esprit. Et alors oui, je comprends qu'il y a des individus qui auraient peut-être du mal à vivre cette situation, mais moi c'est l'inverse. Je me sens tellement mieux de pouvoir vivre cette situation de cette façon-là. Et donc, pour le coup, effectivement, je cherche des postes et des réalisations comme consultant et avec des clients qui comprennent ce que veut dire le consulting. Et je rappelle aussi qu'un consulting, bah, c'est moins cher pour un client que de nous payer à résidence toute l'année. Parce qu'effectivement, nous, à l'heure ou à la journée, on est plus cher que la moyenne. Oui. D'ailleurs, souvent, on m'a dit, ouais, j'ai des gens qui connaissent pas le métier, ils me disent, ah, t'es vachement cher. Oui. Mais en même temps, si tu veux, je te synthétise 10 ans d'expérience d'un seul coup et je te réponds à toutes tes questions en une journée. Donc, à combien t'estimes le boulot que si tu veux le faire toi-même? Ah, tu peux me dire, je vais aller voir ChatGPT pour lui poser des questions. Bah, bon courage. Ouais, bonne chance parce que ce que tu vas faire là est complètement croche. Puis d'ailleurs, ça de plus en plus dans les nouvelles, on le voit, les gens qui le font. Je pense qu'il y a eu aux États-Unis un cas où un brief judiciaire a été déposé et le juge, puis clairement, ça avait été fait par ChatGPT. Puis on parle pas des cas il y a 2 ans, là. On parle d'un cas qui est récent. Et le juge a repéré 30 erreurs factuelles dans les choses qui étaient faites. Fait que les bureaux d'avocats font même pas attention. Et c'est ça le danger, c'est qu'on est dans un contexte où les gens pensent que ChatGPT connaît. Et ChatGPT ne connaît pas. Il va vomir du texte rapidement, mais qui parfois n'a pas de valeur réelle dans le monde dans lequel on vit, qui n'a aucune valeur d'expérience comme nous, on peut amener. Et c'est l'intérêt justement du consulting, c'est ce que souvent, j'aime bien cette formulation que les clients ont dans un espèce de moment d'intimité. Ils disent mais réellement qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Mais dans la vraie vie, on faudrait faire quoi ici? Et on dit pas à ChatGPT ou à un outil dans la vraie vie, on dit pas à un éditeur d'une marque connue dans la vraie vie tu ferais quoi? Parce que lui il va nous vendre son discours habituel. Et c'est ce que viennent chercher aussi les clients dans le conseil. C'est-à-dire quelqu'un qui, justement, par la démultiplication de ses expériences, par sa volatilité,
a eu l'occasion d'aller tester un certain nombre de théories et puis de voir le retour d'expérience, se dire en fait, ouais, bon, tu sais quoi, là, non, sur cet aspect-là, faut être rationnel. En fait, pour l'instant, on n'y est pas. C'est pour ça que si on me dit, mais t'as pas peur que les IA te remplacent, j'attends. J'attends de pied ferme. Allez vous faire pondre une architecture par une IA générative. Je vous regarde faire. Je fais, déjà, même si l'IA générative vous faisait le bon modèle, entre la traduction du modèle et la réalisation sur le terrain avec les problématiques de culture du client, vous savez quoi, le résultat sera toujours pas là. C'est quelqu'un que j'ai coaché il y a pas longtemps, il y a quelques mois, qui me disait, mais comment on se différencie, nous, des IA génératives, etc. Je lui disais, mais combien de fois, quand tu vas chez un client, la demande qu'il te fait, le client lui-même l'a compris. À partir de là, on a encore du boulot. Ouais, c'est déjà ça. Puis tu parles des habitudes du client. Puis là, c'est comme de dire, parce que moi, j'en ai une maison patrimoniale, une très vieille maison. C'est comme de demander à ChatGPT de faire des rénovations dans ma maison. C'est sûr que ça va merder parce que son cadre de référence n'est pas adapté à ma situation. Il va prendre des décisions, il va avoir des a priori d'apprentissage qui sont inexactes par rapport à mon contexte de maison patrimoniale qui a des exigences spécifiques, qui a des habitudes de travail qui datent il y a 200 ans, qui se réplique plus maintenant. Et comme le corpus de connaissances de ça est basé sur une norme qui n'était pas valide, c'est sûr qu'il va briser ma maison. Si on prend ça et on le réplique dans des réseaux d'entreprises, les réseaux d'entreprises sont tous des éléments patrimoniaux parce qu'ils ont tous des éléments, des particularités, où ils ont été construits à une époque où la personne qui était là, c'est la personne de faire, un peu comme tu mentionnais tantôt, qui était l'architecte qui faisait tout. On est peut-être dans ce contexte-là où cette personne était spécialisée dans rien, mais faisait du mieux qu'elle pouvait dans tous les domaines. On est peut-être là-dedans, donc encore là, on va avoir des choses étranges. Puis j'en ai vu beaucoup. Puis c'est prendre l'adaptabilité, comprendre les nuances. Les gens ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait à ce moment-là. Des fois, ça date des systèmes de 10, 15, 20 ans dans certains cas. Puis il continue à fonctionner. Il fait les choses, puis il faut prendre ces systèmes-là puis les ramener dans un contexte peut-être moderne dans certaines occurrences. L'IA sera jamais capable de faire ce genre de choses-là, d'être capable de conceptualiser, parce que l'IA ne conceptualise pas, il ne fait que vomir des tokens en espérant que ce soit la bonne réponse. Mais tu le dis très bien, en fait, la richesse de ce qu'on fait, nous, elle vient de la contextualisation. On peut avoir une compétence très large dans de multiples domaines. C'est pas ça qui va compter. Ce qui va compter, c'est la capacité à invoquer ensuite ces compétences dans la contextualisation, dans les sous-entendus, dans les non-dits, dans l'historique. Quand on va chez un client, qu'on nous propose de moderniser des applications, on pourrait très bien arriver avec une grille de lecture qui est, l'idéal, c'est de faire ça, ça, ça. Et puis des fois, dans sa tête, on se dit, non, en fait, ça sert à rien parce que tu sais très bien qu'actuellement, le client, quand tu vas lui proposer de faire ça, il va y avoir 37 réunions où tout le monde va gueuler parce qu'ils vont pas vouloir changer certains trucs. Et puis, il y a des raisons qu'une autre équipe ait déjà fait et que ça soit mal passé. Il y a des a priori qui vont venir rentrer en conflit avec les bonnes pratiques. Et donc, ce qui fait que entre ce qu'on va préconiser, ce qui serait souhaitable et ce qu'on va faire, il y a un monde de différence. Je dis souvent, c'est pas parce qu'on sait ce qu'il faut faire qu'on le fait. C'est pas parce qu'on sait comment le faire qu'on est capable de le faire. Tout à fait. Puis tu l'as bien mentionné tantôt, il faut écouter ce que le client dit. C'est le boulot. Il faut vraiment écouter. Puis comme n'importe quel professionnel dans ces domaines, dans des domaines, tu mentionnais les avocats, les médecins, on doit écouter. Et après, ce qu'on a, on reformule et on aide. Bien, ce dialogue-là aussi qui est très important, que puis je vois peu chez les architectes et les consultants sur le marché en général. Ce dialogue-là qui doit avoir lieu avec le client, de dire, OK, comprends ce que tu me dis, voici ce que j'en comprends, ça fonctionne-tu? Ah non, ça fonctionne pas comme ça, puis de réussir à l'amener le client à comprendre son réel besoin. C'est un peu un travail de psy à la limite dans certaines occurrences. Il y a une grosse partie. Non, tu as tout à fait raison. Il y a une grosse partie justement de personnalité. Il y a une entreprise a une identité. Je parle pas de l'identité marketing, mais je parle de l'identité du groupe social humain qui le compose. Et quand on arrive dans une entreprise qui est là depuis 10, 15, 20 ans, il y a des dynamiques sociales internes qui font qu'on a des résidus. C'est un peu, si tu fais de la psychologie justement, en psychologie, on a les héritages comme ça. Des fois, d'une génération à l'autre, il y a un truc qui se passe, il y a des non-dits, mais il y a quand même des traces. Et donc, il y a des secrets de famille qui remontent 3 ou 4 générations après. Bien qu'on n'en ait jamais eu conscience, en fait, quand on recherche, ça rentre dans l'historique. C'est la même chose dans les entreprises. Et pour reboucler sur le sujet de départ,
On a le bullshit bingo des clients aussi, avec tous les produits à la mode, fait de l'Amazon, de l'IA générative, du ChatGPT, du Kubernetes. Et il faut qu'on trie là-dessus aussi, nous. Il faut qu'on ait l'intelligence de trier entre je veux le dernier outil à la mode parce que c'est le truc qui est censé résoudre tous mes problèmes, et l'analyse réelle des vrais problèmes. Et tu l'as très bien dit tout de suite, il y a un aspect psychologique, il y a des pratiques. Les problèmes ne viennent pas d'un problème technique souvent. Elles viennent souvent d'une mauvaise approche, d'une mauvaise implémentation. Il y a des mauvais designs bien implémentés, et il y a des bons designs mal implémentés. Donc aussi, ça pourrait être un sujet, de voir la différence entre les deux. Mais ça nous arrive fréquemment aussi d'analyser que la situation dans laquelle on est, elle n'est pas du tout au hasard, et de changer d'environnement ne résoudra pas le problème, puisque le problème vient de l'organisation, de la prise de décision, ou de l'absence de prise de décision, ou l'absence de compréhension de la décision. Oui, je vais conclure sur le fait que c'est un exemple qui m'est arrivé pas si longtemps, mais qui m'arrive régulièrement malheureusement, puis avec le AI entre autres, c'est que l'outil devient la solution. C'est comme une recherche à l'envers. C'est essentiellement, puis ça je le signifie, puis je vais le dire pour les startups, puis je le répète souvent, c'est une solution qui se cherche un problème. Donc les organisations arrivent avec une solution pour régler un problème qui parfois est inexistant. Donc, c'est de trouver puis de remonter. C'est toujours de remonter. C'est quel est le problème pour le remonter vers une solution adéquate et non de prendre une solution qui est tout nouvelle et toute brillante et de l'appliquer sur un problème inexistant. Et ça, je le vois beaucoup. Puis on vient beaucoup au travail de discussion, d'être capable d'intervenir avec le client et d'être capable d'avancer. Puis quand le fond, l'expertise qui est recherchée chez les consultants, c'est ça, ou chez l'architecte ou peu importe. Justement d'arriver dans ces situations-là, de guider correctement. Merci encore une fois pour cet épisode. C'est encore des sujets. Moi, je trouve ça très, très, très le fun, ces sujets-là, parce que je pense qu'on a besoin de dépatouiller les gens, dépatouiller les choses en général. Puis c'est une belle façon, je crois, d'arriver. Surtout dans la mélasse de communication publique avec, on redonne l'exemple de LinkedIn. Si vous voulez bien adresser vos mots, prenez les bons spécialistes. Notamment, et pour utiliser pas ChatGPT pour faire vos posts ou faire tirer les titres que vous avez. On reviendra là-dessus aussi. Oui, sur ça, merci beaucoup. Merci à toi.